Bienvenue à cette petite présentation de l'International Harp Therapy Program. C'est une formation en harpe thérapie qui est née il y a environ 30 ans aux États-Unis, qui a été créée par Christina Turin, qui est notre enseignante qui viendra pour certaines de nos formations, certains des cours. Christina est une harpiste de deuxième génération. Elle a eu un parcours très riche en tant que harpiste, que musicienne, que enseignante. Elle enseigne en particulier dans les écoles Waldorf. Et suite à un événement personnel assez important, elle a décidé de faire un grand virage dans sa vie et comprendre comment la harpe pouvait être utilisée à des fins thérapeutiques. Donc elle a commencé alors une formation en musicothérapie traditionnelle à l'Université de l'Arizona aux États-Unis. Et ensuite, elle a commencé à se former dans beaucoup de disciplines parallèles, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la médecine intégrée. Donc, non seulement le Qigong, non seulement la technique Alexander, la kinésiologie résonante, vous en entendrez parler aussi, et plusieurs techniques qui ont permis d'accroître ses compétences, non seulement musicales, mais aussi de relations, de connaissance de soi, de connaissance de l'être humain, dans une vision la plus globale possible. Donc, je commence tout de suite par cette première partie pour vous expliquer que cette formation a surtout un point de vue qui est, on pourrait dire aujourd'hui, holistique, qui comprend l'être humain dans le plus grand nombre de ses potentialités et de ses facettes. Sans doute, il est impossible de voir toutes ces facettes en l'espace de 2 ans, mais on essaye de donner à nos étudiants un parcours qui soit plus large possible. L'harpe-thérapie, comme on l'appelle aujourd'hui, n'est pas une profession nouvelle. En réalité, c'est une profession très ancienne. Et si on va regarder dans l'histoire de notre instrument, dans l'histoire mythologique de notre instrument, mais dans l'histoire aussi concrète, réelle, on se rend compte qu'il y a déjà dans l'histoire, dans l'ancienne Grèce, dans l'Inde ancienne, dans l'Égypte, dans le monde celtique, dans le Moyen-Âge aussi occidental, énormément de traces d'utilisation de cet instrument et d'autres instruments bien entendu aussi, dont en particulier la voix et en particulier les cloches, tout le monde des cloches, à des fins thérapeutiques. La harpe a une place vraiment très spéciale. Donc il y a toute une partie de l'étude dans notre formation de la mythologie de la harpe et des effets de la harpe sur un plan, on pourrait dire, plus subtil, sur un plan non seulement archétypal, on pourrait dire en quelque sorte, sur un plan de l'inconscient collectif, mais aussi sur un plan énergétique et sur un plan beaucoup plus subtil. À part cette longue tradition, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, c'est une formation qui peut devenir une profession qui permettra de nous situer non pas en tant que thérapeute, mais en tant que musicien thérapeutique. Donc le point de vue est un petit peu différent par rapport à ceux qui en particulier ont fait des formations de musicothérapie. Nous, on dépend d'une association qui est reconnue aux États-Unis de musiciens thérapeutiques, où on va utiliser la musique et les particularités de la musique, des éléments intrinsèques de la musique, comme en particulier le son. Donc il y aura toute une partie sur la sonothérapie. Donc on peut utiliser la harpe, notre instrument, comme un instrument de sonothérapie. On utilisera aussi les modes en particulier. Donc ce soir, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire avec l'improvisation sur les modes, qui de tout temps ont été considérés comme la possibilité de transformer les émotions de l'être humain. Donc on va étudier en particulier les 7 anciens modes grecs, qui font partie d'une tradition plus ou moins intacte aujourd'hui. Il y a eu des petites modifications, mais plus ou moins on reste dans ce genre de dimension. Il y a les modes qu'on pourra retrouver en Inde, on appelle ça les ragas. Il y a les modes que l'on peut retrouver aussi dans tout le Moyen-Orient, on appelle ça le makam. Il y a les modes dans la tradition celtique, dans la tradition africaine, dans la tradition chinoise, dans la tradition japonaise, etc. Je pourrais continuer très longtemps pour voyager et voir que cette connaissance sur ces gammes anciennes est une connaissance qui a toujours lié la musique aux émotions dans l'être humain. Donc ce sont déjà 2 aspects. On a vu le son, on a vu les modes. On verra aussi en particulier le rythme, comment le rythme dans la musique
peut changer les rythmes du corps humain. C'est ce qu'on appelle les biorhythmes. Et parmi les biorhythmes les plus fréquents et les plus intéressants pour les médecins, c'est ça qui est très fort aussi quand on fait des recherches scientifiques, il y a déjà beaucoup de recherches qui ont été publiées, c'est de voir que les sons de la harpe, les sons d'un instrument en général, peuvent régulariser le rythme cardiaque, peuvent régulariser le rythme de la respiration, peuvent ralentir un rythme cardiaque et donc progressivement relaxer un client qui, par exemple, est très angoissé suite à une hospitalisation ou avant une hospitalisation, etc., etc. Ou au contraire, certains rythmes peuvent être accélérés et pour dynamiser, pour donner plus d'énergie. Ça, on le voit très bien avec les sportifs, par exemple, quand ils ont besoin d'aller courir, tout simplement de se préparer à un entraînement. Eh bien, on utilise souvent des musiques qui sont un peu plus dynamisantes. Et on va apprendre à travailler sur ces biorhythmes-là. Donc, les rythmes du corps, il y a énormément de rythmes dans le corps. Je vous ai cité le cœur, le rythme respiratoire, naturellement les rythmes du cerveau, les ondes cérébrales qui nous donnent des états de conscience différents, plus actifs, plus relaxés, plus détendus, voire le sommeil. Il y a le rythme de la digestion, le rythme de l'alternance nuit et jour, le cycle menstruel, etc., etc. Des milliers de rythmes qui peuvent être régularisés et qui peuvent être, en quelque sorte, synchronisés à la musique. Donc, le terme exact que l'on utilise en musicothérapie, c'est entrainment, c'est un terme anglais. Et ce terme nous permet de comprendre que nous sommes comme dans un train, un entraînement, nous sommes dans un train avec la musique. Et la musique porte notre client dans un rythme qui est plus naturel ou plus utile pour lui en ce moment-là. On étudiera comment l'harmonie en particulier, quels sont les types d'accords qui peuvent aider à être plus en harmonie avec nous-mêmes. Donc on étudiera, ça aussi ça fait partie de la sonothérapie, par exemple, toutes les lois sur l'acoustique qui ont été en particulier créées ou redécouvertes grâce à Pythagore chez les Grecs. En Inde aussi, on parle déjà depuis très longtemps de la séquence des sons harmoniques, dont la harpe est évidemment pleine. On pourra étudier un type de toucher différent d'un toucher spécifique pour faire des concerts, d'un toucher en quelque sorte sonore qui va remplir une salle de concert, qui va émerveiller des spectateurs. On pourra parler d'un toucher thérapeutique. Donc, quand je vais toucher ma harpe, je peux imaginer qu'il n'y a pas d'espace entre les cordes de ma harpe et l'oreille de mon client, voire même la peau de mon client. Parce qu'on apprendra que le son est véhiculé aussi bien par les oreilles que par la peau. En particulier, toutes les vibrations sonores, en présentiel, c'est encore plus évident, sont véhiculées par la peau. Et grâce aux microrécepteurs que l'on a dans notre peau, on peut absorber ces vibrations. Et donc, si mon toucher est un toucher thérapeutique, un toucher calme, un toucher doux, un toucher chaleureux, un toucher accueillant, mon client, il reçoit un type de toucher qui est calme, délicat, attentif, accueillant, chaleureux, etc., etc. Donc ça, c'est pour vous faire voir un petit peu la panoplie des effets musicaux sur lesquels on peut travailler. Naturellement, il y a beaucoup d'autres disciplines auxquelles nous ferons attention, en particulier l'idée de la relation d'aide. Donc, il y aura un minimum de connaissances sur la relation d'aide, sur la connaissance de soi avant de pouvoir aider les autres. Donc, trouver soi-même son propre équilibre avant de pouvoir aider les autres à s'équilibrer naturellement. Donc, il y a différentes techniques que nous utilisons et que nous proposons durant la formation, qui ne sont bien entendu pas les seules. Nous avons étudié pour l'instant la sophrologie, un peu de yoga, des respirations. Cette année, il y a une professeure de technique Alexander. Différentes techniques sont disponibles. Chacun d'entre nous est invité lui-même à cultiver une propre autonomie par rapport à l'idée de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et en particulier, toute la première année de la formation est vraiment dédiée à prendre soin de soi, trouver un espace où je suis pleinement centrée en moi-même, où je suis au mieux de mes capacités, où je suis au mieux de ma force et de mon énergie. Ça va être important
parce qu'ensuite, quand il y aura la possibilité de faire un stage ou éventuellement de travailler auprès des clients plus tard, eh bien, il faudra apprendre à se recharger assez rapidement entre un client et l'autre, ou à la fin d'une journée. Et je pense que toutes les personnes qui travaillent dans la relation ont l'habitude, même tout simplement dans l'enseignement, toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants en général, se rendent très bien compte que c'est une perte d'énergie. On arrive à la fin de la journée, on se sent complètement vidé. Donc ça, c'est très important, cette partie-là. Il y aura d'autres techniques plus liées à une écoute plus raffinée. On appelle ça l'attention inclusive. C'est un état méditatif dans lequel on apprend à relever les micro-détails de la personne qui est en face de nous. Même si cette personne ne parle pas, les clients qui sont non-verbaux, elle nous informe et elle nous donne énormément d'éléments. Donc, il y a un concept en musicothérapie qu'on appelle la partition vivante. Donc, le client en face de nous est une partition, tout simplement. Comment il bouge, comment ses paupières battent un rythme. Éventuellement, on peut voir sa respiration en regardant les épaules ou le diaphragme qui se soulève, s'il fait des gestes. On peut voir la couleur de sa peau. On peut comprendre aussi, et ça c'est un élément encore plus précis dans la relation d'aide, sa note de résonance. Ça fait partie aussi d'un développement important que l'on fait en deuxième année, comprendre la note ou les notes, moi je dirais c'est plutôt une note de résonance de notre client, qui va permettre de travailler encore plus en précision avec la personne que l'on a en face de nous, et qui va nous permettre d'opérer en quelque sorte une transformation beaucoup plus simplement, sans utiliser ni la force, ni pousser, ni tirer, mais tout simplement en travaillant sur cette idée de loi de la résonance, qui est une résonance simple, c'est une résonance musicale, acoustique, qui fait partie de la physique, tout simplement. Et quand on trouve la note de résonance de notre client, ou bien d'une partie de notre client, puisque chaque partie de notre corps a une note de résonance qui lui est propre, comme un bol a une note de résonance, comme un verre a une autre note de résonance, comme un verre plein a une note de résonance et un verre vide a une autre note de résonance. Donc c'est extrêmement simple d'un point de vue scientifique, un peu plus subtil d'un point de vue musical, un peu plus subtil d'un point de vue de la relation d'aide, de comment on va travailler sur ça. Donc là, c'était un petit peu pour vous faire un panorama général de ce qu'on apprend en art-thérapie, des instruments que l'on étudie. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail et dans les parties plus concrètes de la présentation, et après, on fera une partie musicale vers la fin de notre soirée. Donc, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de regarder notre site. Il y a une page qui est dédiée à la art-thérapie en français, donc c'est celle-ci. Et la prochaine ouverture donc, de la formation pour la 3e année en France. Donc moi, j'ai eu l'honneur de pouvoir ouvrir cette formation en Italie il y a maintenant presque 10 ans. Et maintenant, nous allons ouvrir la formation pour la 3e fois donc en France, en langue française, partiellement en présentiel et entièrement en ligne et entièrement en replay. Donc voilà, ce sera la présentation. Je vous ai déjà un petit peu expliqué le contenu de la formation, les thématiques qui sont développées, l'art-thérapie aussi, je vous ai partiellement expliqué. Donc, les éléments que nous allons apprendre durant cette formation, ça va être essentiellement apprendre à communiquer et apprendre à écouter l'autre, donc des éléments de psychologie et de counseling, comprendre les aspects scientifiques et concrets des vibrations sonores, acoustiques et sonothérapie, développer l'improvisation modale pour orienter positivement les émotions du client, écouter les biorhythmes et aider à leur régularisation, ce que je vous disais qu'on appelle entrainment, c'est un mot anglais parce que la traduction française est imprécise. Développer un répertoire de pièces musicales pouvant être utilisées lors d'occasions appropriées, développer l'intuition et être ouvert à comprendre les demandes réelles d'un patient. En outre, naturellement, des techniques pour se régénérer, telles que la méditation, le yoga du son, le reiki, etc. Et la création de sessions de art-thérapie individuelles ou en groupe, adaptées aux besoins spécifiques des clients. Alors, pour le niveau requis, en général, on demande un minimum de 6 mois de connaissance de la harpe et des bases du solfège. Les bases du solfège, vous allez voir, c'est essentiellement
être capable de lire une partition ou éventuellement tout simplement d'écrire les notes sur la partition si on n'est pas capable de lire en première vue les partitions qu'on va vous donner à chaque rencontre. Il est possible naturellement de prendre des cours particuliers pour se préparer avant le début du cours. Durant la formation, il y a un matériel assez précis qui vous est demandé, en particulier le manuel Cradle of Sound de notre enseignante, Christina Turin, et 11 livres d'une bibliographie choisie et conseillée. Donc cette bibliographie-là, vous la retrouvez en haut, ici exactement. Si vous cliquez dessus, vous trouverez donc le manuel de art-thérapie, qui pour l'instant n'est pas réédité en format papier, mais se trouve seulement en format digital. Okay, donc vous le retrouvez directement sur le site de Christina Turin. C'est un livre en anglais qui a été traduit en ce qui concerne les chapitres qui sont demandés pour notre formation en français par nos étudiants et par moi-même. Donc nous avons fait un travail en tandem les 2 dernières années assez important avec certains des étudiants, en tant que validation aussi de certaines heures de stage et de travail personnel. Donc, cette version en français est une version non commercialisée qui est donnée aux étudiants une fois qu'ils sont inscrits à la formation. Ce manuel de art-thérapie, c'est un manuel qui fait 600 pages et c'est le plus complet encore aujourd'hui en ce qui concerne la art-thérapie. Vous voyez déjà une idée des chapitres qui sont proposés ici. À suivre, vous trouverez une bibliographie indicative, naturellement, sur différentes thématiques qui seront approchées durant notre formation. La musicothérapie, la harpe-thérapie, la sonothérapie, la thérapie par le chant, la relation d'aide, l'acoustique, les neurosciences et le cerveau, les techniques complémentaires, les techniques de bioénergie, la résonance, etc., etc. Comment choisir ces livres? Tout simplement, qu'est-ce qui vous attire le plus? Quels sont les éléments que vous souhaiteriez approfondir? Quels sont les éléments qui vous intéressent le plus? Il y a certains livres qui sont aussi fortement conseillés en anglais. Vous les trouverez à la fin de cette liste. Et ce sont des livres qui sont en particulier liés à l'art-thérapie, donc qui peuvent être très intéressants pour nous à approfondir si on est capable naturellement de lire un livre en anglais. Je retourne donc au matériel nécessaire. S'il y a des questions, n'hésitez pas à la fin à me les poser. Donc, 11 livres sont à lire naturellement en l'espace de 2 ans. Une harpe celtique ou classique. Donc là aussi, sur les harpes, il y aura toute une partie de la formation. On parlera des harpes thérapeutiques qui, en réalité, sont des harpes assez légères et assez petites pour pouvoir aller d'une chambre à l'autre. Si on doit faire, par exemple, un stage dans une structure, dans un hôpital en particulier, ou un EHPAD, il y a besoin de bouger beaucoup et donc une harpe très légère, ça peut être très très pratique. Une harpe celtique va très bien. Si vous avez une harpe classique en ce moment, c'est très bien aussi. Donc il n'est pas nécessaire pour l'instant d'acheter une harpe thérapeutique spécifique. Naturellement, des articles et des vidéos seront donnés par email pendant les cours et naturellement une bonne connexion si vous suivez les sessions en ligne. Donc, sur le programme, je vous ai déjà un petit peu détaillé les éléments. Donc, pour chaque unité, il y aura 2 week-ends pour la première année, c'est-à-dire 3 unités. La deuxième année, en revanche, consistera en une semaine en France. En général, on le fait en Bretagne. Ce sera très probablement en juillet 2025. Et pour l'unité 5, vous aurez ensuite d'autres leçons en ligne et un stage que vous réaliserez probablement près de chez vous pour avoir la possibilité de porter votre harpe plusieurs fois dans plusieurs semaines en général, pendant 80 heures ou en 45 heures dans une structure en contact avec le public et 35 heures sur un projet personnel. Il y a d'autres leçons qui seront en ligne toujours pendant la deuxième année, qui sont des leçons plus spécifiques sur créer un répertoire, créer un projet de groupe, développement personnel, management, marketing, etc. Ces 5 unités, et naturellement les examens qui correspondent aux 5 unités, donnent
l'obtention du diplôme qu'on appellera Certified Art Therapy Practitioner, c'est-à-dire art thérapeute. Il y a une liste des examens ici, indicative naturellement, qui vous donne une idée de qu'est-ce qui est demandé pour chaque unité. Donc naturellement, ce sont les examens de l'année dernière, de cette année. Pour chaque leçon, on vous demande un résumé d'une page. Donc, vous avez un intervenant qui fait une leçon, par exemple, sur la sophrologie et le yoga, qui va durer 4 heures ou 7 heures, ça va dépendre de l'enseignant. Et on vous demandera de faire un résumé d'une page. Idem pour la leçon de Christina, idem pour ma leçon, etc. Pour chaque livre, là aussi, on vous demandera un résumé d'une page. Donc, on en reparlera. Le résumé, ce n'est jamais un vrai résumé ou une critique, dans le sens, c'est très difficile de résumer un livre en une page, mais c'est plutôt l'idée de porter notre attention à ce qui nous a sollicité comme nouveauté, qu'est-ce qui a été nouveau pour nous, qu'est-ce qui a été intéressant pour nous, et aussi, surtout, qu'est-ce qui nous porte dans la direction de notre projet personnel. Donc là aussi, le projet personnel, c'est quelque chose sur lequel on travaille petit à petit, qui peut être lié avec le type de public avec lequel on souhaite travailler, le type de contexte. Est-ce que je préfère travailler dans un contexte holistique? Est-ce que je préfère travailler en sonothérapie? Est-ce que je préfère travailler en hospice, en fin de vie, pour la néonatologie? Donc, ce sont beaucoup de contextes très différents. Donc, de nouveau, le choix de la bibliographie et le choix du type de résumé que je vais faire, ça va être toujours lié à mon parcours personnel. Il y aura des petits enregistrements aussi à faire sur l'improvisation. Ça va être la partie que nous allons voir d'ici peu. Comment créer une petite improvisation en mode dorien, en mode éolien et en mode mixolydien. Chaque unité a le même type d'examen. Ce sont des examens avec une date indicative. Ce n'est pas une date péremptoire, ce ne sont pas des examens avec des sessions comme à l'université. C'est plutôt l'idée de nous encourager à terminer la formation en l'espace de 2 ans ou 3 ans environ. Donc la formation dure 2 ans, mais les examens peuvent être portés surtout en ce qui concerne le stage, en ce qui concerne les enregistrements pour certains. La réalisation de toute cette production d'éléments peut prendre plus que 2 ans, bien naturellement. Vous avez, suite à la présentation des différentes unités, les indications des dates et des lieux où nous ferons les différents stages. Donc, pour le niveau 1, il y a 6 week-ends. Le premier week-end sera en Bretagne, puisque nous serons aussi en Bretagne avec le niveau 2 pour le groupe qui sera juste après vous. Et nous aurons aussi 5 autres week-ends, dont 3 week-ends à Paris et le reste qui sera en ligne. Donc, toute notre formation est aussi en ligne. Donc, aussi les événements à Saint-Jacques et à Paris seront en ligne. Et tous les événements seront enregistrés et utilisés sur notre site ensuite. Donc, vous pouvez après vous connecter, même si vous n'êtes pas disponible les week-ends des leçons ou à certains horaires de nos leçons, de nos cours. Vous pouvez vous reconnecter pour revoir toutes les vidéos et revoir tout le matériel qui a été proposé. Donc, il y a un mot de passe spécifique pour les étudiants et vous pouvez revoir donc tout le matériel. Le niveau 2 sera donc une semaine en France en juillet 2025 et le stage de 80 heures en accord avec une structure en général à suivre après l'unité 4. Les différents enseignants de notre formation, naturellement Christina Tourine, pour ceux qui viendront le 29 et 30 juin à Saint-Jacques-de-la-Mer, donc en Bretagne, il y aura Christina qui viendra de San Diego pour nous, pour le premier week-end. Naturellement, je serai là aussi. Et ensuite, d'autres enseignants avec peut-être des petites variations. Chaque année, nous proposons quelques enseignants pour pouvoir donner plus de richesse aussi à la formation. Donc, on a eu Estelle Lavergne, François-Marie Dru en ce qui concerne la sonothérapie, Léa Morgan pour l'anatomie et l'aromathérapie, Regina Martineau pour la lithothérapie et la bioénergétique, Laura Ferreri pour les neurosciences. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter rapidement
le contenu de cette formation. Ici, vous verrez tout simplement la présentation du niveau 2 qui aura lieu cette année avec le groupe qui a à peine terminé le niveau 1. Donc, ils seront juste à suivre après le 30 juin. Nous aurons donc le niveau 2 du 1er au 6 juillet, toujours dans le même espace à Saint-Jacques-de-la-Mer. C'est exactement cet espace-là, c'est un gîte magnifique qui est vraiment sur la mer, sur la presqu'île de Saint-Jacques, avec les chambres qui regardent la mer et notre salle de cours qui se trouve juste au rez-de-chaussée ou en extérieur naturellement si le temps le permet. Donc c'est un lieu extrêmement nourrissant au niveau énergétique qui donne énormément d'intuition aussi, de calme et de repos, et aussi le juste silence pour pouvoir apprécier justement la connaissance sur les lois de la résonance, sur les lois de l'harmonie, de l'entraînement en particulier. Donc là, c'est naturellement pas pour vous cette page-ci, mais si vous voulez avoir une idée de comment y articuler donc la deuxième année, vous verrez qu'il y a des leçons en ligne, en général entre mai et juin, la deuxième partie en présentiel, et puis ensuite toute une série de leçons en ligne, de stages en mentorat, une leçon par mois. Ici, vous verrez qu'il n'y a pas accès pour vous à cette partie, puisque c'est tout simplement voilà, la partie que vous aurez vous aussi, avec toutes les vidéos, les documents, les traductions, les stages, et toutes les vidéos qui ont été faites. Donc tous les documents que nous avons pour chaque leçon sont enregistrés et sont ensuite positionnés dans une page qui est avec tout notre groupe. Donc voilà. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions. J'avais vu aussi quelques questions qui avaient été partagées sur la fiche d'inscription pour cette soirée. Et donc, en particulier, ça vous intéressait la sonologie, la sonothérapie. Alors, est-ce qu'il est possible d'intégrer la formation malgré mon âge? Oui, bien sûr, il n'y a pas d'âge. Et c'est en particulier important de comprendre que c'est une formation qui n'est pas seulement pour des musiciens, mais qui sont en général des personnes qui ont déjà eu une expérience de vie. En particulier, des personnes qui ont eu déjà une expérience dans la relation. Il y a souvent beaucoup d'enseignants qui viennent dans notre formation. Il y a aussi beaucoup d'enseignants justement de techniques de médecine complémentaire ou tout simplement de techniques alternatives, de yoga, de tai chi, etc. Donc, qui ont déjà une connaissance de soi importante, qui ont déjà une connaissance de l'autre aussi importante, du corps humain, des émotions, de la pensée, de l'aspect énergétique, et qui souhaitent donner un plus à travers la musique. Quel doit être le niveau de solfège? Donc, nous allons le voir un peu plus maintenant avec l'improvisation. Donc, la capacité de s'orienter sur une partition simple et la capacité éventuellement de prendre des notes sur cette partition simple pour pouvoir rejouer tout simplement à la maison le morceau que nous allons faire. Voilà. Très bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le yoga et la méditation, donc très bien. Comment devenir art thérapeute? C'est encore une autre question qui m'est arrivée. Alors, une autre question. J'espère pouvoir faire la formation, mais je demande quel est le volume de travail cela représente par semaine ou par mois. Alors là, c'est vraiment très personnel, car en réalité, certaines personnes auront peu de temps à dédier à la formation et donc elles préféreront se concentrer sur seulement les cours qu'ils vont recevoir et seulement les livres qu'ils vont recevoir. Donc, 11 livres en environ 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, ça veut dire environ 4 livres par an, 5 livres par an. Donc ça, c'est à vous de voir votre rythme, de choisir un livre plus ou moins gros, plus ou moins étroit. Les leçons, donc ce sont les week-ends, et en général, faire le résumé, ça ne prend pas beaucoup plus de temps que revoir la leçon, revoir les propres notes que nous avons faites. La partie de harpe, naturellement, c'est très personnel. Il y a des personnes qui sont ici même ce soir, qui jouent de la harpe depuis 10 ans, 15 ans, voire plus. D'autres personnes qui sont plus fraîches en harpe et qui auront peut-être besoin d'un petit peu plus d'entraînement personnel. Ça va être assez personnel. Mais en général, moi, je conseille 2 heures par semaine environ
pour la formation. Si on souhaite approfondir après, si on souhaite lire plus de matériel, si on souhaite lire plus d'articles, si on souhaite lire plus de livres, si on souhaite faire plus d'improvisation, c'est une marge infinie. Personnellement, moi, j'ai une grande transformation personnelle de ma vie suite à cette formation. Je continue à me former, je continue à étudier parce que c'est un domaine qui est en plein essor, c'est un domaine qui donne énormément de ressources, de stimulus pour notre curiosité. Donc, en réalité, on peut faire la formation et s'informer plus tard sur les nouveautés, sur qu'est-ce qui va être à la pointe de la recherche, quels sont les intérêts que les médecins ont par rapport à l'entraînement, par rapport à la cohérence cerveau-cœur, etc., etc. Donc, c'est vraiment un domaine très, très riche. Donc là, c'était pour répondre aux questions que j'ai reçues en ligne. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Vous pouvez prendre la parole ou écrire tout simplement. Non, il n'y a pas de questions. Ok. D'accord. Alors, moi, j'en ai une. Pardon. Oui, oui. Je vais me montrer. Alors, je suis allongée, je suis désolée, c'est pas hyper comme. J'en ai une par rapport au stage, juste pour mieux comprendre du coup. Le stage, il se fait après la formation, c'est ça, après les 2 ans, ou c'est en parcours, pendant le parcours? Et j'ai deux questions, donc je vais poser la deuxième en même temps. J'ai vu que c'était divisé en deux. Il y avait une partie en structure, une partie en projet pro. C'est obligatoirement divisé en deux. C'est le nombre exact, voilà. Juste par rapport au stage. Alors, le stage, en général, on conseille de le faire juste après la semaine d'été, où vous allez apprendre vraiment la note de résonance et des éléments un peu plus subtils pour rentrer dans la connaissance de l'autre. Si vous souhaitez faire le stage avant, il n'y a aucun souci. Donc, en réalité, vous pourriez commencer de manière idéale après juillet 2025 et pendant toute l'année de juillet 2025 à juillet 2026, vous avez tout le temps de faire tout votre stage. Après, si pour des considérations personnelles, professionnelles, etc., vous n'avez pas la possibilité de faire le stage avant l'été 2026, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire le stage après. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, les 80 heures sont indicativement, il faut un minimum de 45 heures auprès d'un public, auprès de public réel. Et 35 heures de projet personnel, ça peut être en réalité beaucoup de choses différentes. Ça peut être approfondir la technique de harpe, surtout pour les débutants, donc prendre des cours de harpe. Ça peut être approfondir un élément dans la formation qui nous a plu, par exemple la sonothérapie, le yoga du son, le toucher thérapeutique, etc., etc. Donc faire ou une autre formation ou d'autres lectures, ou bien créer un projet un peu plus spécifique. Certains vont vouloir créer un spectacle, certains vont vouloir faire une recherche spécifique sur la cohérence cœur, pour la fertilité avec la harpothérapie. Certains vont vouloir travailler sur la création d'un album éventuellement qui pourrait être enregistré, etc., etc. C'est quelque chose qu'on présente en fait, ce projet personnel? Parce qu'il y en a un, c'est juste prendre des cours en plus. Donc, du coup, Oui, oui, oui. Donc, même si c'est prendre des cours en plus, il y a quand même quelque chose à présenter à la fin. Il y a un justificatif de cours qui a été pris. Ok, ça marche. Et juste une dernière chose, dans la première partie, tu as dit que c'était en présence d'un public, mais c'est écrit dans une structure, donc c'est quand même deux choses différentes. Oui. Donc, juste pour être sûr exactement ce qui Oui. Alors, en effet, exactement. Donc, jusqu'à il y a quelques années, nous souhaitions, et ça c'était surtout la demande de Christina, de travailler surtout dans des structures, des établissements de soins, donc hôpitaux, EHPAD, etc. Et il y a eu naturellement la suspension de 2020 qui a fait qu'on a dû un peu se replier différemment, ou faire des stages en ligne, ou faire des stages dans d'autres structures. Donc, beaucoup ont décidé à ce moment-là de faire des stages aussi auprès d'un public qui ne soit pas nécessairement lié à une structure de soins. Donc, ça peut être un centre holistique, des cours de yoga, des cours de sonothérapie, une préparation à l'accouchement, des écoles, des prisons, des bibliothèques. Donc, il y a plusieurs lieux qui peuvent être maintenant intégrés en plus. Voilà. Ok, merci. De rien.
Est-il possible de venir en stage avec une harpe troubadour? Oui, c'est très bien. Donc, à partir d'une vingtaine de cordes, une harpe assez petite peut très bien suffire. Pour se déplacer, ça suffit amplement. Et puis, si on a envie de travailler sur des techniques de basse plus riches, eh bien, après, à la maison, on peut développer. Moi, pour l'improvisation, c'est suffit. Est-ce obligatoire d'acheter The Cradle of Sound en anglais pour recevoir après la version traduite en français? Alors ça, c'est une question piège pour moi parce que je sais très bien que certains ne pourront peut-être pas lire Cradle of Sound en anglais. Une question piège dans le sens qu'il y a des droits d'auteur que nous ne payons pas sur la version française et qui, naturellement, seront versés sur la version anglaise. Donc après, je laisse à vous le choix, ce qui est plus éthiquement correct pour vous par rapport à cette question. Il n'y a aucune obligation, naturellement. Ok. Alors, je profite ce soir, il y a deux de nos étudiants qui sont en réalité en fin de deuxième année. C'est Renaud et Eva, qui sont là par bienveillance et par générosité et qui peut-être ont envie de partager des choses ou que j'ai oublié de dire ou simplement qu'est-ce qu'ils ont envie de partager avec nous sur la formation, sur l'art-thérapie, sur leur parcours. Renaud, tu es déjà en stage. Eva, elle a suivi la formation depuis le Japon. Je ne sais pas si tu es au Japon en ce moment encore. Oui. Donc voilà, il y a plein de variétés de modalités d'interaction avec cette formation. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, peut-être Renaud. Bon, merci Marianne. Déjà, bonsoir à vous tous et toutes. Moi, je suis ravi d'être avec vous. Je trouve ça super d'avoir cet intérêt pour la musique thérapeutique, l'art-thérapie et tout ce qui gravite autour. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est j'étais musicien avant, enfin, j'ai fait du chant il y a longtemps, en lyrique. Et j'avais fait une pause très longtemps dans la musique et ce qu'apporte la formation, en fait, ce qu'elle m'a apporté, puisqu'elle continue de m'apporter au quotidien, c'est c'est une toute nouvelle vision de la musique, en fait, de l'approche musicale, de tout ce que ça peut représenter. Moi, j'ai eu l'impression avec la formation de redécouvrir la musique et l'approche de la musique. Découvrir notre instrument, la harpe. Moi, je joue de la harpe depuis à peu près 8 ans. Et j'ai eu l'impression de découvrir mon instrument en première année avec la formation, mais d'une manière totalement nouvelle. Et ça, c'était très intéressant d'avoir cette approche-là. Et après, on peut poursuivre justement avec nos lectures, nos échanges entre nous dans le groupe, parce qu'on a des très beaux échanges avec nos collègues étudiants. Donc ça, c'est merveilleux. On apprend beaucoup. C'est vraiment fantastique. Et voilà, c'est surtout ce que j'avais envie de dire. Donc c'est une autre approche de la musique et une autre approche aussi. Ça va au-delà. Il y a l'aspect musical, mais ça va au-delà de ça. Je dirais presque, on est dans la relation d'aide à la personne avec la musique. Et ça, c'est fantastique aussi parce qu'on découvre beaucoup sur nous-mêmes et sur l'humain en général. Juste pour faire une parenthèse, moi je fais un stage actuellement en EHPAD et voilà, donc je vis des merveilleux moments avec les résidents, avec les familles et ça, j'aurais jamais cru pouvoir le vivre avant la formation. Bon, ça m'a toujours attiré, hein, cet aspect de la musique et du soin thérapeutique par la musique. Donc on apporte réellement quelque chose, ça va même au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce qu'on apporte quelque chose de là nous-mêmes à nos patients, à nos résidents et au personnel aussi médical. Ils sont ravis de nous avoir aussi. Enfin, la portée est vraiment importante. Hein. Donc, moi, c'est ce que j'avais envie de partager. Voilà, donc c'est une belle aventure et ça ne fait que commencer. Parce qu'une fois qu'on touche à l'art-thérapie et à la musique thérapeutique, je pense que c'est un beau chemin qui nous suit pour toute notre vie. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci beaucoup. Merci, Renaud. Et Eva aussi, si tu as envie de partager. Oui, bonjour. Donc, vraiment, c'est exactement ce que dit Renaud. C'est une autre approche de la musique qui, moi, m'a vraiment émerveillée. Je suis allée dans la formation un peu par curiosité au départ. J'avais pas du tout
une idée très précise encore. J'avais simplement fait de façon intuitive la découverte avec ma grand-mère qui avait Alzheimer de l'accompagnement avec la harpe. Et en fait, cette formation ouvre des portes que je ne soupçonnais pas, et notamment, oui, l'improvisation. Je pensais pas du tout être capable d'improviser comme je le fais maintenant. C'est vraiment une découverte incroyable. Et la relation à l'autre aussi. Donc, c'est infini, comme tu disais, Marianne, on a envie d'apprendre toujours plus. Et la dynamique de groupe aussi est vraiment formidable. Je ne pensais pas, parce que moi, je suis en ligne et très, très loin. Et en fait, même les replays, parce que souvent, là, je peux être en ligne, mais parfois, c'est 3 heures du matin. Donc, j'ai les replays et les dynamiques de groupe sont là aussi, parce que toutes les questions des différents participants et tous les cours sont vraiment très, très de grande qualité tout le temps et très riches. Et donc ça, c'est mon témoignage en étant si loin, ça marche vraiment bien. Et voilà. Et puis la semaine qu'on a passée ensemble à Saint-Jacques était vraiment incroyable. Donc c'est une aventure et quelque chose de vraiment très, très, très fort que l'on vit. Et voilà, merci Marianne. Merci beaucoup à toi, Eva. Et j'en profite pour, si vous avez envie de détailler, maintenant Renaud a parlé du stage, mais si vous avez envie de parler aussi de vos projets personnels ou de votre projet personnel, qu'il soit professionnel ou tout simplement de recherche, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous auriez envie d'approfondir? Comme ça peut donner aussi une idée à qui est là ce soir et qui a envie de découvrir qu'est-ce que ça veut dire le projet personnel ou le projet professionnel. Renaud, si tu as envie de partager quelque chose. Oui, plaisir. Alors moi, tout simplement, le projet personnel, c'était des cours de harpe, donc qui ont été validés. Parce que comme ça permet de poursuivre aussi, avoir une technique et puis avoir aussi une autonomie. Pour moi, c'était surtout ça. Et puis c'est surtout que, en fait, j'avais envie d'être diplômé assez rapidement parce que j'ai déjà des propositions, tout ça dans l'EHPAD où je fais mon stage. Donc ils m'ont proposé déjà des heures. Donc, j'ai pas fini le stage et il me propose déjà une intervention de 2 heures par semaine. Ça serait normalement assez pérenne. Alors là, ce serait pour s'occuper de personnes qui ne peuvent pas avoir d'activité. C'est-à-dire que moi, j'interviens pour des problématiques de résidents qui ne peuvent pas parler, donc pas de verbal, des problématiques Alzheimer. Et du coup, ces personnes-là n'ont pas d'activité. En fait, on ne peut pas leur proposer, je sais pas, n'importe quoi, des ateliers cuisine ou autres, ateliers peinture ou journal créatif. Donc, du coup, grâce à nos interventions en tant que art thérapeute, on peut approcher ces personnes-là et elles peuvent bénéficier d'une activité. Ce qui est très important parce que notamment ces personnes qui n'ont pas vraiment l'usage de la parole et qui ont très peu de réactions de par leur maladie, leur problématique de santé, il se passe beaucoup de choses intéressantes avec les familles. Donc ça, moi, je l'ai vécu, je le vis encore. Ça, c'était assez impressionnant. On peut jouer quelques notes, il n'y a pas besoin de jouer quelque chose de... Alors, enfin, pas besoin de faire du virtuose, ça, vous le verrez. On peut jouer quelques notes et là, on voit la personne en face de nous qui se met à sourire ou qui se met à parler avec sa famille, enfin, avec ses enfants. Donc là, c'est des très beaux moments. Voilà, donc du coup, c'est des choses assez extraordinaires qui se passent. Donc voilà, moi j'ai aussi la chance d'avoir un autre EHPAD aussi où je suis intervenu pour une animation ils ont trouvé ça super parce que c'était très apaisant pour les résidents. Et ça pour vous dire qu'avant la formation, je ne savais pas jouer comme ça. Enfin, comme dit Eva, on développe beaucoup l'improvisation. Et juste avant, je pense que nous tous, même les plus avancés, on avait l'improvisation. Ah, au secours, comment on fait pour improviser? C'est horrible, on n'y arrivera jamais. Je pense qu'Eva, je te vois sourire, mais je suis sûr que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et en fait, on s'étonne d'arriver à improviser, mais des choses très simples. Et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir aussi pour me dire j'avais mon niveau de stress là-haut et quand je vous écoute, voilà, il est complètement redescendu. Donc ça, c'est super parce que vraiment, on a des témoignages en direct pour vous dire que c'est vraiment accessible
à tout le monde en fait. Hein. C'est juste, voilà, juste besoin de se laisser un peu aller et tout ça, ça vient naturellement. Donc moi, j'ai le projet après de pouvoir accompagner, j'espère, des personnes en soins palliatifs et en fin de vie. Voilà, mais je pense que c'est voilà, les portes ont commencé à s'ouvrir, donc voilà, là je vis presque un rêve, donc c'est super. Voilà, voilà. Et vivement le diplôme. Hein. On y est presque. Très bien. Et je ne sais pas si Eva, tu as envie encore de partager sur un projet personnel qui peut être un projet encore plus moins professionnel que ce qu'on a décrit maintenant. Eva, si tu as envie de partager quelque chose, je ne sais pas. Mon projet personnel, pour l'instant, c'est encore en construction. Donc, c'est, je ne sais pas quel témoignage tu voudrais que j'apporte. En général, sur quelles sont par exemple, les dynamiques sur lesquelles tu aimerais te pencher, sur la recherche qui pourrait être développée, sur les centres d'intérêt que tu as pu trouver, par exemple, durant la formation que tu aimerais bien approfondir, tout simplement, faire comprendre. Oui, donc moi, je souhaite pour l'instant approfondir l'improvisation avec différents publics. Donc, moi, c'était Alzheimer, mais finalement, beaucoup d'autres publics, notamment les enfants. J'ai pu le faire quelques fois et c'était vraiment très intéressant. Au Japon, j'ai découvert les enfants qui sont énormément déscolarisés aussi. Et donc là, on m'a aussi un peu interpellée là-dessus. Donc, pour l'instant, c'est encore en construction, mais plusieurs pistes se dessinent là. Bien sûr. Ok, merci. Alors, merci beaucoup de votre partage. Avant de clore cette petite présentation donc, de la formation, je voudrais vous partager donc, le PDF que vous avez reçu dans l'email, qui est un extrait justement de notre partie sur l'improvisation que Renaud et Eva décrivaient. Donc ça fait partie de la formation vraiment de Christina. Ces PDF ont aussi été traduits en français. Donc il y a souvent une petite introduction pour chaque mode. Nous allons traiter en particulier des 7 anciens modes grecs, ioniens, doriens, phrygiens, lydiens, mixolydiens, éoliens, locriens. Donc on en reparlera. Ce sont des gammes spécifiques, des gammes anciennes qui sont encore utilisées en partie dans certains répertoires, le répertoire celtique, le répertoire oriental, etc. Et pour chaque mode, Christina nous propose un ou plusieurs morceaux de difficulté en général assez accessible, donc moyenne difficulté. Donc ici, par exemple, pour le morceau, pour le mode dorien, nous avons cette très belle mélodie d'origine écossaise qui s'appelle The Chanter's Song. Donc, je vais vous la faire entendre une fois, comme ça vous aurez la possibilité de vous rendre compte de la difficulté de ce morceau.
morceaux typiques dans le mode dorien, qui donne cette idée de rythmique, d'ancien, d'ancré à la terre, d'énergie de la terre, d'énergie plutôt masculine. Souvent, on évoque des châteaux en Écosse, des châteaux médiévaux, le dragon rouge ou le dragon blanc qui se trouve sous le château, donc des énergies assez fortes et assez anciennes. Ce morceau, donc, je vous disais, est un morceau qui représente la difficulté maximum que vous aurez comme répertoire pendant cette année. Donc, par exemple, pour le solfège, pour les questions relatives au solfège, eh bien, si vous n'êtes pas capable de lire ce morceau, vous pouvez tout simplement écrire le nom des notes sur chacune d'entre elles. Donc, ça peut vous aider sans doute. Il y a les doigtés, il y aura bien sûr les vidéos, il y aura bien sûr aussi des enregistrements audio. Il y a d'autres morceaux qui sont conseillés. Il y a une autre version, par exemple, de The Chanter's Song, avec une basse et quelques variantes à la mélodie, une basse un peu plus riche et un peu différente. Et puis, il y a d'autres compositions. Souvent, ce sont des compositions de Christina, en l'occurrence, un morceau qui s'appelle justement The Dragon. Donc, ça, pour chaque mode, vous aurez différents morceaux donc, de répertoire. Ce mode, comme tous les autres modes que nous étudierons pendant la première année, est très utile en musicothérapie, en particulier pour les personnes qui ont du mal à être stables, à être enracinées. En particulier, je pense au déficit d'attention, je pense aux personnes aussi qui sont alitées mais qui n'arrivent pas à rester au lit, qui ont besoin de bouger, qui sont agitées en général. Ce mode en particulier, avec un rythme assez marqué, si on ralentit encore plus le rythme, ça peut vraiment aider à travailler sur l'enracinement, sur l'ancrage, sur le centrage. À la page 3 de ce PDF, vous avez donc des techniques pour l'improvisation. Et vous allez voir que ce sont exactement des exercices que nous allons travailler rapidement ensemble maintenant pour apprendre à jouer de manière stable avec la main gauche et laisser complètement libre et créative la main droite. Donc, le type d'improvisation que nous allons faire, ça va être essentiellement une improvisation de main droite, avec pour l'instant une structure à la main gauche. Puis, petit à petit, vous verrez qu'il y aura d'autres modes que nous travaillerons de manière beaucoup plus libre, aussi bien la main droite que la main gauche, pour avoir donc des types d'improvisation plus libres, sans rythme et sans règles d'harmonie précises. Je pense en particulier au mode pentatonique que nous utiliserons aussi beaucoup en sonothérapie. Alors, si vous souhaitez, je vois que beaucoup d'entre vous ont déjà leur harpe près de vous. Donc, il suffit de fermer son audio, comme ça personne ne vous entend. Et vous allez être tranquillement chez vous. Voilà, à l'écoute de ce qui va se passer dans l'improvisation. Donc, peut-être certains d'entre vous n'ont jamais fait d'improvisation. Donc, pour ce mode dorien, nous allons commencer, comme la plupart des modes que nous allons traiter, sur une gamme de Do majeur. Donc, vous allez mettre vos palettes de votre harpe celtique, si vous avez une harpe celtique, en Do majeur. Donc, levez tout simplement Mi, La et Si. Si vous avez une autre harpe, une harpe classique, naturellement la harpe en Do majeur. Donc, nous sommes en Do majeur, mais la gamme que nous allons utiliser, c'est la gamme dorienne. Donc, c'est la gamme qui part de la note Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Donc, c'est une gamme qui est un petit peu différente comme couleur par rapport à la gamme de Do majeur, naturellement. Et c'est ça l'intérêt de ces modes. Donc, ce sont les couleurs et les émotions qu'ils dégagent. Alors, nous allons commencer à travailler avec seulement la main gauche, une note de basse, un Ré surtout, que nous allons jouer, si vous voulez, avec simplement un doigt tous les 4 temps. Donc, Ré, 2, 3, 4. Ré, 2, 3, 4. Ré, 2, 3, 4. Ré, 2, 3, 4. Là, maintenant, nous avons fait 2 choses très simples, qui sont tout simplement ancrer notre note modale, que l'on appellera la note soleil, la note maison, la note fondamentale de notre gamme, qui sera vraiment un point d'ancrage vers lequel nous retournerons. Et nous avons ancré aussi le rythme. Donc, je vous disais, le mode dorien, c'est un mode assez stable. Donc, pour l'instant,
On va travailler sur une improvisation plutôt stable d'un point de vue rythmique. Nous allons maintenant jouer les deux mains qui vont faire exactement la même chose. Le Ré à l'octave au-dessus pour la main droite. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Maintenant, la main droite va commencer à se promener sur les notes de la gamme de Ré de manière complètement libre. Donc, vous choisissez vous les notes. Pour l'instant, nous allons faire cet exercice de nouveau tous les 4 temps. Et la main gauche va rester sur le Ré tous les 4 temps. Donc, il y aura peut-être des dissonances, peut-être qu'il y aura un Mi contre un Ré ou un Sol contre un Ré. Cela n'a aucune importance. Première règle de l'improvisation, il n'y a pas d'erreur en improvisation. 1, 2, 3, 4. Ré. Vous pouvez revenir sur les mêmes notes, changer de note, aller explorer d'autres notes plus aiguës. Et tandis que vous écoutez ces notes, essayez tout simplement de percevoir la résonance de votre harpe et le son que font les notes l'une à côté de l'autre. Très bien. Ok. Pour l'instant, ça devrait être assez facile. Et maintenant, nous allons continuer la main gauche tous les 4 temps. Et la main droite, en revanche, jouera tous les 2 temps. Donc, nous aurons toujours 1, 2, 3, 4. Et la main droite, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. La main droite est libre. Et maintenant, la main droite va retourner sur le Ré avec la main gauche. Vous retournez sur le Ré, aussi bien main gauche que main droite. C'est une autre règle de l'improvisation modale. Le fait de rentrer sur la note modale, en l'occurrence ici c'est un Ré, ça va être au niveau psychologique et au niveau énergétique comme rentrer à la maison. J'ai fini mon parcours, je rentre à la maison. Pour l'instant, ça va être le Ré avec le Ré. Le Ré, la première harmonie selon les Grecs, c'était l'harmonie d'octave, tout simplement. Pour nous, c'est une non-harmonie aujourd'hui, mais pour les Grecs, c'était déjà une harmonie. Après, on verra qu'il y aura d'autres harmonies bien consonantes, la quinte, puis on verra la tierce, et petit à petit d'autres harmonies comme la septième, la neuvième, etc. Très bien. Donc maintenant, la main droite va jouer tous les temps. La main gauche, toujours un Ré tous les 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et... je retourne sur la note mère, sur la note Ré à la main droite en même temps que la main gauche. Donc cette idée de retourner sur la note mère, ça va nous donner un ancrage. Ça va nous donner vraiment cette idée de retourner à la maison. Très bien.
Je pense que ce n'est pas forcément très difficile ce que nous venons de faire. Je ne connais pas le niveau de tout le monde, mais il me semble que ça suit. Très bien, Johanna, félicitations. Super. Alors, si on regarde, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à notre fiche d'improvisation, comme ça vous donne un peu une idée. Nous avons fait en réalité les 2 premières mesures. Nous avons travaillé avec la première forme, la première technique et la main gauche, puisqu'ici c'est une clé de Fa, joue un Ré tous les 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et puis nous avons répété ce premier exercice à l'infini afin de développer des idées de main droite. Christina nous invite à faire d'autres formules de main gauche. Par exemple, la quinte, le Ré et le La ensemble. Si vous voulez, nous pouvons essayer maintenant. Donc tout simplement, je joue le Ré et le La ensemble. 3e doigt et pouce en général, si vous le souhaitez. Et là aussi, on va jouer tous les 4 temps. 1, 2, 3, 4 et 1, 3, 4 et de nouveau, je peux jouer la main droite la première fois tous les 4 temps. Ça me permet d'écouter la résonance, d'écouter aussi les harmonies, les intervalles. Qu'est-ce qui se passe entre le Ré et le La, entre le Ré et le Si. Et puis quand je me sens assez stable, je peux passer avec la main droite tous les 2 temps. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là aussi, quand je me sens prête, je peux passer à la main droite. Avec un rythme un peu plus soutenu en jouant par exemple tous les temps. Voilà. Ce genre de technique que nous venons de développer, donc la main gauche avec une quinte, vous verrez qu'il est possible petit à petit de faire des techniques un peu plus riches, comme par exemple la 3e forme qui alterne la quinte de manière mélodique. Ensuite, la 4e forme, par exemple, Ré, La, La 5e forme, comme vous voyez, la 6e et la 7e sont encore plus riches puisqu'elles ont des croches où le pouce se déplace entre le Ré, le Mi et le Fa, tandis que l'index reste sur le La. La 6e, c'est le 4e doigt qui se déplace. La 7e qui combine la 5e et la 6e forme. Alors, je vous ai fait entendre ces différentes techniques. Le but n'était sans doute pas de vous faire peur. Le but, c'est de faire voir qu'il y a
différentes possibilités, aussi bien pour les jeunes harpistes, donc les premiers niveaux que nous avons faits avec un seul doigt, nous sommes déjà en train d'improviser. Donc il n'y a pas besoin de faire beaucoup de notes, et ça on le répète pendant toute la formation, il n'y a pas besoin de surjouer. Ce n'est pas une école de harpistes concertistes, ce n'est même pas une école de harpistes pour enseigner. C'est une école pour apprendre à écouter différemment les sons et pour apprendre comment les sons peuvent toucher les personnes que nous avons en face de nous. Et en général, less is more. Il peut le plus, peut le moins. Il vaut mieux jouer moins de notes, mais être plus présent avec ces notes, avoir un toucher plus doux, plus délicat, plus raffiné, plus généreux, être plus dans la résonance, être plus dans l'écoute, que faire beaucoup de notes et jouer avec agressivité ou tension ou être dans la peur, par exemple. Ça, c'est important de le dire. C'est important aussi de comprendre que peut-être pour certains étudiants qui sont déjà avancés en harpe, il y a de quoi apprendre encore d'un point de vue aussi bien de la technique que de l'improvisation, de créer des propres patterns aussi. Et aussi un autre élément qui est très intéressant, ça on l'a vu avec le niveau 2 cet été, c'est que l'improvisation est une excellente porte pour apprendre la composition, la porte d'entrée de la composition. Et la composition, c'est encore plus, de mon point de vue, ça je vais parler un peu plus de moi parce que je ne me suis pas encore présentée ce soir. La composition, de mon point de vue, c'est vraiment l'expression de soi d'un point de vue très intime musicalement. Et la composition, elle va raconter toute notre histoire musicale, ce que l'on a écouté, ce que l'on a aimé, notre technique bien sûr, nos habitudes de jeu, etc. Mais surtout, elle va parler de nous, de nous-mêmes, de nos émotions, de notre âme. Et je vous assure que toucher les personnes avec des morceaux qui ont été composés par d'autres personnes ou toucher les personnes avec vos propres morceaux, ça opère une énorme différence. Il y a comme un diaphragme qui s'enlève quand on joue nos propres compositions ou nos propres improvisations. Il y a vraiment un voile qui s'enlève et on rentre beaucoup plus en contact avec l'autre, beaucoup plus en intimité, en résonance, on appelle ça de l'empathie, d'un point de vue relationnel. Une résonance par sympathie, on pourrait dire aussi musicalement. Donc, je vous disais, je me présente rapidement avant de clore cette partie. Moi, je suis d'origine bretonne. J'ai grandi dans les Côtes-d'Armor à Lannion. J'ai fait toutes mes études en harpe celtique, puis ensuite en harpe ancienne, en musicologie à Tours. Et j'étais passionnée par la musique de la Renaissance et de la période baroque italienne. Donc, j'ai continué mes études en Italie, entre Bologne et Florence, et aussi Vérone. Et ensuite, j'ai souhaité mettre encore plus à profit cette union entre un intérêt personnel pour le développement de soi, méditation, yoga, reiki en particulier, et le son de la harpe, de la musique. Donc, j'ai vraiment essayé de trouver cette fusion, et c'est là que j'ai rencontré Christina Torin, donc la formation. J'ai fait en partie à l'époque en ligne et en partie en Hollande, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution en Europe il y a quelques années. Et depuis, j'ai eu l'occasion de faire mon stage en oncologie à l'hôpital de Bologne. J'ai travaillé en oncologie aussi à l'hôpital à Rome, Fate Bene Fratelli, dans d'autres structures, en pédiatrie, en hospice, en maison d'arrêt aussi, pour des écoles. Et de plus en plus, le développement est dans le cadre holistique maintenant, c'est-à-dire pour des stages, pour des académies, pour des sessions individuelles. J'ai développé aussi toute une partie de traitement individuel en vibroacoustique avec la harpe, qui utilise un matelas spécifique qui nous permet de vivre les résonances acoustiques plus dans le corps que grâce aux oreilles. Et je développe ça essentiellement maintenant à Bologne depuis quelques années dans un studio privé. Voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu le parcours. Pour moi, la formation que j'ai faite donc il y a quelques années, ça a été une très grande
une révélation d'une part et un grand virage dans ma vie, puisque c'est ça qui m'a permis vraiment de travailler sur ce que je souhaitais depuis de nombreuses années. Donc, la connaissance intime de la musique, d'un point de vue non plus concertiste ou non seulement concertiste ou non seulement pédagogique, mais d'un point de vue vraiment de l'influence des sons sur le corps, sur les émotions, sur le mental. Et puis d'autre part aussi sur la partie de rentrer en contact avec l'autre de manière plus intime et plus en résonance. Alors, je vois qu'il y a Rémi aussi qui est là, qui l'a dit qu'il était dans le coin. C'est un autre étudiant de deuxième année, si tu as envie de partager toi aussi où tu en es, et tu es en train de faire un super stage en ce moment. Est-ce que tu as envie de partager ça avec le groupe? Ça pourrait être sans doute intéressant avant de clore. Oui, bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Salut Renaud, salut Eva. Donc moi je suis à Marseille, je suis venu à la formation IHTP après 3 ans de harpe que j'ai appris en ligne avec Harp School, et j'ai découvert IHTP avec la musique de Marianne, et après moi je suis conteur, donc je raconte des histoires. Et j'avais un peu cette envie de découvrir comment est-ce qu'on fait pour improviser. Et moi, je sais pas lire la musique. Euh, je suis pas du tout issu du conservatoire ou musicien. J'ai vraiment appris la guitare puis la harpe en imitant les gens, donc dans une culture plutôt orale. Je me suis mis à commencer à apprendre la musique en deuxième année d'IHTP, parce que les morceaux sont faciles, mais il y a quand même il y a quand même des morceaux à apprendre pour pouvoir être diplômé. Ça fait partie des examens. Donc je remonte petit à petit le fil de l'eau. Et en ce moment, je fais un stage. Donc je suis en deuxième année. Dans la deuxième année, il y a un stage de 45 heures à faire. Et moi, je suis basé à Marseille et je fais mon stage dans 2 institutions médicales. La première, c'est un EHPAD qui est destiné à des personnes qui sont déficientes mentales. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui ne répondent pas aux questions qu'on leur pose, et qui sont dans un degré plus ou moins avancé de dégénérescence mentale. Donc soit des cas de démence, soit des cas de maladie d'Alzheimer. Et donc j'y vais à peu près toutes les semaines. Ça fait maintenant 12 semaines que j'y suis. Et donc ça a vraiment été une plongée dans le grand bain au moment d'y arriver. Parce que c'était une douzaine de personnes, et où en fait je ne savais pas du tout si ce qu'on apprenait d'un point de vue théorique, et qui est très complet d'un point de vue théorique, ça allait fonctionner au moment d'être en face à face avec des patients. Et je commence à voir les premiers résultats maintenant, c'est-à-dire le mois dernier. Il y a des patientes qui ont vraiment qui se sont approchées de la harpe, donc il y a un effet qu'on appelle l'entrainment, qu'on apprend en harpothérapie à la fin de la première année, qui a un effet miroir en fait, où les personnes réagissent à la musique, ralentissent ou accélèrent leur rythme. Et donc ces effets-là, ils commencent à être visibles chez les patientes. C'est un premier versant. Et le deuxième versant, c'est donc je suis intervenu en oncologie et en hématologie à l'hôpital pour enfants de Latimone. Donc c'est des enfants qui sont atteints de cancer ou de leucémie. Ça, c'était la semaine dernière, donc c'est tout près, tout récent. Et il y a une vraie découverte à intervenir beaucoup avec des compagnies ou avec des acteurs qui ont déjà l'habitude d'intervenir dans ce genre de milieu, mais qui n'ont pas l'habitude de voir la harpe représentée. Donc il y a un effet de voir l'instrument, et il y a aussi un vrai effet qui est très différent des interventions habituelles, de berceau sonore. Donc ça, c'est des termes qui sont employés par Christina et par Marianne dans la formation. Et c'est très visible auprès d'un public enfant. En tout cas, moi, j'en ai vraiment fait l'expérience la semaine dernière. Il y a vraiment un effet où on se sent un peu hors du temps, avec la création, grâce à l'improvisation et à la musique modale, d'un environnement sonore qui permet vraiment d'oublier l'environnement hospitalier dans lequel on se trouve, voire de gommer les sons. Donc ça, c'est aussi un des aspects qu'on apprend pendant le stage de fin de première année,
avec les fameux si bémol des alarmes ou des appareils médicaux. Et donc, grâce à l'improvisation, on arrive à créer un effet où on gomme ces sons-là en les harmonisant avec le son de la harpe, en fait. Et ça, c'est une approche qui est, en tout cas, dans l'endroit où je suis intervenu et la compagnie avec laquelle je suis intervenu, c'est pas si habituel que ça d'avoir des personnes qui peuvent proposer d'harmoniser un espace, d'une manière très concrète, de jouer des notes qui entrent en résonance avec ce qui se passe dans l'espace. Et donc ça, pour moi, c'était déjà une découverte pendant le stage et pendant la première année avec la musique modale. Et cette découverte, elle se poursuit en fait sur le terrain auprès des personnes qui sont là. Et une dernière chose à partager, c'est que en première année, moi, j'ai vraiment acquis beaucoup d'outils dans les week-ends qu'on passe ensemble. Et c'était précieux de pouvoir l'acquérir en groupe avec d'autres personnes, avec un sentiment de progresser un peu tous et toutes en même temps. Et après, tous ces outils, pendant le stage, moi, je les utilise pas tous en même temps, mais ça me donne une large palette qui me permet de tester des choses et du coup de m'amuser, de trouver des moments où en fait j'arrive à créer avec spontanéité dans ce qui on parle pendant la formation de ce qui veut nous rencontrer ou qu'est-ce qui a envie de nous rencontrer dans l'interaction avec les patients. Et c'est vraiment ça qui se passe dans le stage pratique de deuxième année. Donc tout ce qu'on apprend en première année, en fait, on s'en sert beaucoup en stage en deuxième. Voilà ce que je peux partager sur où j'en suis. Merci. Précieux témoignage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Peut-être Sigrid, tu vas dire quelque chose? Non, je remercie en tout cas Renaud, Rémi et Eva de nous faire partager, j'allais dire, avec autant, je pense, de joie. On voit ô combien cette formation les nourrit et nourrit, je pense, les a traversés et leur a ouvert des portes. Et je pense qu'ils ont une autre approche de la vie. Ouais. Ça résonne beaucoup, même à Strasbourg. Wow. Oui, je pense que c'est vraiment une transformation et je pense que ça répond aussi à beaucoup de questionnements que beaucoup de personnes ont en ce moment, aussi bien du côté des thérapeutes que du côté des clients en général. Donc, on est dans une grande époque post-pandémique, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de difficultés à gérer encore les émotions, à gérer le changement, à gérer un monde qui va si vite, qui change si vite et on n'a pas toujours les clés. Et je pense que la musique, en particulier les sons, a une approche un peu différente à la musique, qui ne soit pas seulement virtuose, qui ne soit pas seulement, permettez-moi le terme, égocentrique, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre à tout prix le musicien sur un piédestal, sur un podium, et il y a une seule place pour lui, mais au contraire, il y a de la place pour tout le monde et il y a beaucoup de besoins, donc il y aura beaucoup de place pour tout le monde dans cette démarche-là. Et c'est vraiment l'idée qu'on peut être au service de l'autre et on peut faire beaucoup de bien à l'autre, tout simplement en lui dédiant des musiques. Et en étant là avec notre attention, notre présence, notre toucher et notre instrument qui véhicule déjà énormément. Donc, il y a vraiment des débouchés. Si vous le souhaitez, il y a beaucoup de débouchés. C'est encore une profession pionnière en France, ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore beaucoup de connaissances, aussi bien d'un point de vue du grand public, mais aussi d'un public un peu plus spécialisé, comme les médecins, les chefs d'hôpitaux, les chefs d'entreprise éventuellement, les chefs, les directeurs des écoles, etc. Donc il y a encore beaucoup à faire en divulgation, en communication, en présentation, en essayant de comprendre nous-mêmes comment se développe ce métier. D'un autre point de vue, c'est une position extrêmement favorisée puisque ça va nous permettre de poser les jalons de ce qui va être, je le vois parce que c'est ce qui s'est passé ici en Italie, et de plus en plus demandé. Et donc souvent les personnes qui font le stage, vous avez le témoignage de Renaud, les personnes qui font les stages ensuite vont être amenées à retourner en tant que professionnels dans les structures avec lesquelles ils ont travaillé.
Il y a beaucoup de structures qui vont s'ouvrir. On a parlé beaucoup du monde holistique et du monde de la santé en général. Je pense que le monde des entreprises aussi va être très attentif à la gestion du stress en général et à l'acquisition d'outils alternatifs pour la communication, pour le bien-être au travail, pour prendre conscience de soi, pour prendre conscience de l'autre. Et dans ce cadre-là, il y aura la possibilité aussi de s'insérer. Voilà, je pense que j'ai dit beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La partie économique et financière est évidemment importante. La première année coûte 1 200 €. C'est payable sur la fiche d'inscription, vous verrez, en 2 fois. Si vous avez des conditions spéciales, ou vous voulez étudier un programme personnalisé de paiement dilationné, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous avez toutes les informations ici dans la fiche d'inscription, qui est déjà disponible donc pour l'année 2024, donc avec le calendrier. Pour le premier stage, il est possible, je vous disais, de venir au gîte Notre-Dame des Grèves sur la grève de Saint-Jacques-de-la-Mer. Vous pouvez être logé avec nous. Il reste encore de la place naturellement dans le gîte pour les 2 nuits, donc du samedi et du dimanche soir. Si vous souhaitez suivre le premier stage en distanciel ou éventuellement en replay, il n'y a pas de souci pour le logement, évidemment, et pour les repas qui seront pris ensemble au gîte. La deuxième partie de la fiche d'inscription, vous aurez des questions un peu plus personnelles qui nous permettent de mieux vous connaître et de savoir dans quelle dimension vous évoluez par rapport à la harpe, par rapport en général à la relation d'aide et par rapport au développement personnel. Ce sont des demandes naturellement confidentielles. Vous trouvez tous ces documents sur notre site. Les inscriptions seront closes le 15 juin 2024. Donc, si vous souhaitez faire le paiement en 2 fois, ça veut dire que la première fois, ça pourra être 600 € avant le 15 juin et 600 € avant le 10 janvier 2025. Le niveau 2, comme vous verrez directement là aussi sur notre site, a le même coût de 1 200 €. Et si vous souhaitez, là aussi, vous pouvez faire un paiement en plusieurs fois. Donc là aussi, vous aurez les informations relatives naturellement à l'année 2024. Ce seront sensiblement les mêmes pour l'année 2025 en ce qui vous concerne. Il est possible de faire naturellement le deuxième niveau plus tard. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le deuxième niveau immédiatement. Et il est possible aussi de faire le deuxième niveau à l'étranger. Donc, par exemple, en Hollande, dans un lieu affilié à notre formation, comme par exemple Hong Kong, l'Australie, le Brésil maintenant, les États-Unis, la Hollande et peut-être bientôt l'Angleterre aussi. Voilà. Pour les stages, est-ce qu'il faut amener une harpe ou il y aurait des harpes à disposition? Alors, pour les stages, il y a des harpes à disposition seulement pour Saint-Jacques. D'accord. Je viendrai en voiture. Les autres stages, en général, on vous demande d'amener vos propres harpes. Nous sommes en général assez proches de Camac, Paris, pour ceux qui viennent. Et il y a la possibilité de louer directement aussi chez Camac pour le week-end. Donc, si vous préférez étudier ce genre de situation, il est possible d'imaginer ça aussi. Donc, je vous répète, en général, une toute petite harpe va très bien. 20 cordes, ça peut suffire. Parce que vous avez vu, nous avons fait des basses pour l'instant très simples et on peut faire toute l'improvisation, au moins en présentiel, avec très peu de cordes. Merci. Bien. Une dernière question. Oui. C'est possible. Juste pour l'inscription, est-ce que c'est une sélection ou est-ce que c'est au fil de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place? Où est-ce que c'est? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, c'est-à-dire les gens s'inscrivent. Je ne sais pas combien il y a de place déjà, la première peut-être. Et du coup, est-ce qu'il y a une sélection? Oui. Alors, il y a entre 15 et 20 places. Il y a une sélection qui est liée, en général, si vous avez un minimum de 6 mois de harpe, c'est un minimum qui est demandé. Si vous n'avez pas ces 6 mois de harpe, en général, on va vous demander de faire un peu une petite interview pour essayer de voir comment on pourrait améliorer ça d'aujourd'hui, du mois de février jusqu'au mois de juin, pour vous aider à aller un peu plus rapidement. Notre
fiche d'inscription nous permet aussi d'évaluer certaines dynamiques personnelles de la personne. Pour l'instant, nous n'avons refusé personne, mais il se peut que parfois il y ait des situations particulières qui demandent justement une interview un peu plus personnelle, un entretien personnel. Merci beaucoup. Ok. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup de votre participation. Vous avez sans doute reçu déjà l'email, donc vous avez le contact direct auquel je répondrai si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, on fera sans doute une autre présentation vers la fin du mois d'avril 2024. Donc, si vous voulez de nouveau participer, ce sera un autre mode. Et si vous avez des personnes qui peuvent être intéressées dans votre entourage, n'hésitez pas à leur en faire part. Je vous remercie beaucoup et une bonne soirée à toutes et à tous. Et j'espère vous voir très bientôt à International Heart Therapy Programme. Merci Marianne. Merci. Bonsoir à tout le monde. Au revoir, merci. Salut, salut.